Si on va à Varsovie, pourquoi Varsovie ressemble à cette espèce de patchwork un peu. C'est une ville qui ressemble vraiment à un patchwork de différentes époques et différents styles. Et je pense que je recommanderais aussi aux gens de pas avoir peur parce que c'est un truc qui est revenu souvent avec des Français notamment, d'espèces de crainte à l'idée d'aller en Pologne. Je sais pas trop pourquoi. Que ce soit parce que on se dit c'est un pays très traditionnel alors que en réalité, même s'il y a des gens très traditionnels, quand on est un touriste là-bas et qu'on visite, c'est pas quelque chose qui va nous sauter aux yeux particulièrement. Et c'est pas du tout un pays dangereux ou quoi que ce soit. Et d'être un peu ouvert. Je sais que ma grand-mère, par exemple, qui m'a rendu visite il y a quelques mois, un des premiers trucs qu'elle m'a dit, c'est il y a quand même beaucoup de choses à vendre dans les magasins. Et, et je pense que c'est encore un peu cette vision de la Pologne communiste. Mais voilà, non, faut pas trop s'attendre à ça. C'est plus du tout, c'est plus du tout comme ça. Bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Destination Est, le podcast de Haïdé pour mettre en lumière les tendances ainsi que les enjeux culturels et sociétaux des régions de l'Est de l'Europe. Je m'appelle Thibaut Boudot, je suis le fondateur de Haïdé et je vous invite à voyager avec nous de la Grèce à l'Ukraine en passant par les Balkans et l'Europe centrale. Loin des clichés et stéréotypes que beaucoup s'en font, nous allons casser ce rideau de fer culturel qui sépare encore l'Est et l'Ouest de l'Europe, car nos pays et régions en pleine mutation regorgent d'initiatives positives. Mais avant de commencer notre voyage, répondons à la question que tout le monde se pose. Que veut dire Haïdé ? Il s'agit d'un mot emprunté à la Turquie ottomane, très utilisé dans nos pays, qui signifie « allons-y ». Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous, destination l'Europe de l'Est. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre nouveau podcast. Aujourd'hui, on accueille Lior. Salut Lior, comment tu vas ? Ça va. Ça va. Alors, donc tu vas commencer par te présenter. Donc, qui es-tu et de quel pays tu vas nous parler aujourd'hui ? Donc, je m'appelle Lior, j'ai 30 ans et je vais vous parler de la ville de Wrocław en Pologne, où j'habite depuis 3 ans. Ok. Alors, est-ce que tu peux nous dire aussi quelques mots sur ce que tu fais dans la vie ? Du coup, pendant ces 3 années, j'étais prof dans un collège, prof de français, du coup. Ouais. Ok, cool. Est-ce que tu as des origines de Pologne ? Pas du tout. Non. Alors, comment t'en es arrivé dans ce pays, justement ? En fait, à la base, c'est uniquement à cause de mon partenaire qui a été accepté dans un master ici à Wrocław. Et du coup, comme déjà on avait envie de rester ensemble géographiquement parlant. Et en plus, moi, j'avais toujours un peu voulu passer plus de temps en Pologne, donc du coup, c'était un peu l'occasion. Et donc, j'ai décidé de venir ici avec lui. Et au final, c'est moi qui ai voulu rester plus longtemps que prévu. Donc voilà. Et du coup, vous voyagez pas mal un peu ? Alors, pas énormément. Déjà, depuis 2 ans, bon, avec le début de la pandémie, ça a un petit peu forcément empêché de voyager comme on aurait voulu. Mais aussi, de base, on voyage pas énormément dans le sens où on préfère voyager si on a un objectif précis, par exemple rendre visite à quelqu'un ou aller à une conférence ou des choses comme ça. Donc, ça limite un petit peu le voyage. Ok. Et avant la Pologne, vous étiez en France ou vous étiez ailleurs ? Non, on était en Suède et j'ai été aussi en Hongrie juste avant de venir. Ok, donc t'as quand même un petit truc pour les pays d'Europe de l'Est. Ouais, oui, complètement. Et du coup, c'est comment la Pologne ? Alors, je peux surtout parler pour Wrocław parce que je pense que c'est aussi assez différent selon où on est en Pologne. Mais personnellement, j'aime beaucoup. J'adore vivre ici et on déménage là dans un mois, on change de pays et ça me rend un peu triste. La ville de Wrocław en elle-même est vraiment une très chouette ville. La taille est parfaite pour moi. C'est-à-dire que c'est quand même très grand, mais ça reste quand même très accessible par rapport à, je sais pas, Londres ou Paris ou même Varsovie. Il y a beaucoup d'eau en fait. Il y a une rivière avec plein de petites ramifications, avec plein de petites îles au milieu, au centre de la ville. Donc du coup ça donne un aspect vachement sympa à la ville. Et il y a quand même pas mal de trucs à faire. Donc c'est quand même une ville très agréable à vivre, je trouve. Ok.
Quelle est la chose qui t'a le plus marqué justement à Wrocław? Alors, il y a un truc qui m'a beaucoup marqué, et c'est pas un truc positif. Ces 2 dernières années, ça a été un peu, comment dire, compliqué politiquement parlant en Pologne, avec notamment l'interdiction totale de l'IVG, etc. Et en fait, un des trucs qui m'a marqué ici, c'est le fait qu'il existe cette espèce de camion euh, avec des affiches anti-avortement qui se promènent dans la ville avec des messages dans un microphone. Et donc ça, c'était un peu un choc parce que en France, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Enfin, c'est même illégal. Et j'ai aussi vu la même chose, mais par rapport à l'homophobie. Donc pareil, un camion qui se promène en ville avec un microphone. Donc ça a été un peu particulier, je dirais. Et ça a été vraiment parce que le reste, je dirais que ça change pas énormément des autres grandes villes européennes. Mais ça a été un peu un choc culturel, on va dire. Ok. C'est en termes de taille, du coup, pour la Pologne, c'est du coup la capitale de la Pologne, donc c'est Varsovie. Wrocław, c'est la combienième ville derrière Varsovie? Qu'est-ce qu'on peut y retrouver aussi là-bas? Alors, je sais pas c'est la combientième, mais ça fait partie des plus grandes villes. Il me semble que j'avais essayé de comparer avec la France, je sais que c'est plus grand que Toulouse, par exemple. Ok. Mais ouais, c'est quand même plus petit que Varsovie, notamment le centre-ville. Oui. Ok. Du coup, quels sont avant de commencer, enfin avant de continuer avec le questionnaire, je voulais savoir, t'as visité un peu d'autres villes aussi en Pologne? Ouais, je suis allée pas mal à Varsovie. J'ai fait Gdansk, Poznań, Cracovie et Białystok. Ouais, je crois que c'est tout. Et après, on s'est aussi un petit peu baladé, en fait, au sud de Wrocław, pas loin de la frontière tchèque, dans les montagnes, à Mhm. Karpacz, qui est vachement sympa. Bon, c'est très touristique, beaucoup de touristes allemands. Et aussi au nord, on est allé à Władysławowo, qui est une ville, une petite ville de, comment on appelle ça, portuaire. Enfin, une Ok. ville où il y a des plages et où les gens vont beaucoup, les Polonais vont aussi beaucoup en vacances l'été pour se baigner dans la Baltique. Mm. Ok. Alors du coup, quels sont tes 3 coups de cœur, soit sur toute la Pologne ou seulement sur Wrocław, comme tu préfères? Alors, je me suis concentrée surtout sur Wrocław, mais il y a un coup de cœur qui, je pense, est assez général à la Pologne, c'est la présence de l'eau. En fait, on se rend pas forcément compte parce que on pense pas forcément à ça quand on pense à la Pologne, mais il y a énormément de rivières, de lacs. Alors, il y a aussi la Baltique qui est franchement trop bien. Enfin, moi, je suis pas trop grosse chaleur, etc. Et du coup, je préfère largement passer mes vacances sur la Baltique plutôt que genre en Méditerranée, parce que c'est quand même un climat plus doux, même s'il fait chaud quand même l'été. Et c'est vachement, je sais pas, les paysages sont vraiment super sympas. Et c'est un pays qui a beaucoup de sports d'eau en fait. Donc pour les gens qui adorent genre le kayak, le rafting, etc. C'est vraiment un pays idéal pour ça. Et même dans Wrocław, comme je disais au début, il y a cette rivière en plein milieu, l'Odeur, et et qui a plein de petites îles et tout. Et du coup, ouais, l'eau est partout et on peut même faire du kayak au centre-ville de Wrocław. Donc c'est quand même vachement sympa. Le deuxième coup de cœur, mais du coup c'est un peu lié parce que c'est une petite île qui est au milieu de Wrocław qui s'appelle Wyspa Słodowa. Et en fait, c'est une petite île qui a des espèces de bars, mais qui sont dans des sortes de terrasses à moitié sur l'eau, enfin des caillebotis, on appelle ça en français, je crois. Et c'est vraiment sympa, surtout l'été. C'est tout le temps blindé. Il y a plein de jeunes qui vont pour boire, pour se retrouver le soir, etc. Et il y a vraiment une vue magnifique sur l'université et tout, enfin, qui est le grand bâtiment de l'université qui est illuminé la nuit. Enfin, du coup, c'est un endroit qui est vraiment très très chouette. Et un autre coup de cœur dans Wrocław aussi, c'est une autre partie qui est aussi en Bordeaux, donc c'est une presqu'île, on va dire, qui s'appelle Ostrów Tumski. Et en fait, c'est l'ancien chœur catholique de la ville, donc il y a genre un monastère, deux grandes cathédrales, c'est là qu'il y a le diocèse, etc. Mais en fait, quand on s'y promène, ça fait vraiment, c'est tout petit, il y a genre 4 rues, mais ça fait vraiment village d'un coup par rapport au reste de la ville. Et c'est vraiment très très mignon. Et il y a tous les soirs, à la tombée de la nuit, il y a un homme qui vient et qui allume manuellement les lampadaires
Et je crois que c'est un des derniers lieux en Europe où il y a encore ce métier qui existe. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu ça, c'était assez incroyable. Mais du coup, c'est quand même quelque chose à voir et ça donne une ambiance vraiment sympathique. Ok. Est-ce que tu as une routine particulière la journée ou les week-ends? Alors, est-ce que j'ai une routine? Oui, parce que je travaille, donc de toute manière, je suis un peu obligée d'avoir une routine. C'est vrai que je dois me lever assez tôt. Et un des trucs que j'aime bien faire, c'est prendre... Alors, il y a, il y a une supérette en Pologne qui s'appelle Żabka et qui est présente littéralement partout. Il y en a peut-être tous les 200 mètres. Et une de mes routines le matin, comme j'ai 1 heure de trajet à peu près, c'est de passer à Żabka au milieu de mon trajet pour acheter un hot dog végétarien. Et parce qu'on peut trouver ils vendent des sortes des hot dogs et ils ont aussi une option végé pour genre 1 euro. Et, et donc ça, c'était un peu ma routine du matin avant d'aller travailler, qui me faisait guise de petit déjeuner. Et puis, non, mais sinon ma routine, c'était beaucoup de transports en commun quand même, beaucoup de temps passé dans les transports et et puis je crois que c'est tout. J'ai pas grand chose de spécial, on va dire, au niveau de la routine. Ok. Est-ce que tu as des lieux de sortie, un musée, une salle de concert ou un festival à nous conseiller? Donc je suis pas quelqu'un qui sort énormément en soirée, etc. Mais il y a un truc particulier à Wrocław que je recommande, même en fin d'après-midi, c'est assez sympa. Euh, pour une raison que j'ignore, les gens à Wrocław adorent les beach bars. Sauf qu'on n'a pas vraiment de plage, parce qu'on n'est pas en bord de mer. Mais du coup, les beach bars ici, ils sont au bord de la rivière. Et ça fait vraiment, ils recréent vraiment comme c'était, donc il y a du sable et tout. Et ils adorent ça, il y en a partout. Et c'est vraiment très sympa, on y va pour boire en général, mais il y a aussi, ils servent plutôt genre des pizzas ou des trucs comme ça. Mais c'est vraiment une ambiance sympathique. Je sais que quand il y avait la coupe, c'était la Coupe d'Europe, je crois, il y avait certains beach bars qui passaient les matchs sur grand écran, etc. Donc ça, c'est vraiment très typique de la ville, je trouve. Et il y a un musée que je trouve intéressant pour les gens qui visitent ou pour les gens qui arrivent à Wrocław, c'est le centre d'histoire du dépôt, ça s'appelle comme ça, parce que c'est dans un bâtiment qui était avant un dépôt de tramway et de bus. Donc ça fait vraiment grand hangar. Et ils en ont fait un musée d'histoire et qui en gros est vraiment centré sur l'histoire de la ville de Wrocław, qui a une ville quand même une histoire très intéressante, vu que ça faisait partie de la Prusse, ça a été allemand, ensuite il y a eu plusieurs guerres, et ensuite c'est devenu vraiment polonais. Et voilà, donc ce musée il est très intéressant, il est assez long, enfin il y a beaucoup de choses à voir, mais il vaut le coup et il est assez bien fait, il y a beaucoup de trucs de choses visuelles, on va dire. Donc non, il est vraiment intéressant. Ok. Et du coup, petite question sur ce que tu fais. Donc, tu enseignes le français. Mm-hmm. T'es dans un lycée francophone ou t'es dans un lycée polonais où ils apprennent? Alors, je suis dans un collège anglophone, en fait. Ok, Donc, la langue d'enseignement est l'anglais. Enfin, c'est un collège international, ils appellent ça comme ça. Mais la langue d'enseignement, c'est l'anglais. ok, très Mm. bien. On va parler gastronomie locale maintenant. Est-ce que tu as un plat typique du pays à nous conseiller? Alors, c'était un peu compliqué à trouver parce que je suis végétarienne. Ouais, Et la plupart des plats typiques polonais, c'est quand même beaucoup de viande, notamment beaucoup de saucisses, etc. Mais il y a quand même des choses qu'on peut manger quand on est végétarien. Donc, le truc le plus classique, c'est les pierogi, l'espèce de raviolis qui sont quand même présents dans beaucoup de pays d'Europe de l'Est. Et il existe des pierogi qui sont sans viande, notamment à base de pommes de terre, de choux, de champignons. Il y a quelque chose que j'aime bien, qui est très simple, c'est les placki ziemniaczane. Donc, c'est des sortes de... Comment dire? C'est des pommes de terre qui sont râpées et ensuite on forme je sais pas comment dire, une galette. ouais, Et ils sont frits comme ça et on peut les manger avec de la sauce de champignons par exemple. Ils les font aussi avec du goulash, mais la version végétarienne c'est plutôt avec la sauce aux champignons et c'est très simple mais c'est très bon. Et pour l'été, il y a le rodnik qui est une sorte de soupe froide. En fait, c'est un peu comme un bortsch mais froid. Je sais que ça se fait beaucoup en Lituanie aussi, à base de betterave, etc. Et ça, c'est vraiment très bon, et surtout pour l'été, parce que du coup, on mange vraiment bien, bien froid. Et ça, c'est plutôt cool.
Du coup, comment on peut faire pour rencontrer des locaux sur place? Est-ce qu'il y a une rencontre qui, toi, t'a particulièrement marqué? Alors, pour rencontrer des locaux, je pense que le plus simple, c'est de faire des activités. Enfin, pour moi, c'était un peu différent parce que comme j'ai un travail, j'étais obligée de rencontrer des gens. Euh, et notamment, voilà, ma meilleure amie sur place, elle est polonaise parce que la plupart de mes collègues sont polonais. Euh, donc, euh, donc ça s'est fait comme ça, on va dire. Après, pour rencontrer des personnes, je saurais pas trop dire en fait comment faire. Je sais qu'il y a des gens qui organisent des sorties. J'ai été dans un groupe que j'ai trouvé sur Facebook qui s'appelle Girl Gone International. Donc c'est un groupe qui est réservé aux femmes pour faire des rencontres entre personnes entre guillemets internationales. Mais en fait, il y a énormément de de femmes polonaises qui y sont. Donc ça m'a aussi permis de rencontrer des personnes. Et en fait, ouais, il y en a beaucoup parmi elles qui sont polonaises. Et on s'est organisé des sorties régulièrement. On allait à un pub quiz dans un bar qui 2 fois par mois fait un pub quiz en anglais. Donc on y allait. Donc c'est comme ça que j'ai rencontré des gens. Et qui m'a particulièrement marqué, je dirais que c'est ma collègue en fait qui est devenue vraiment mon amie, qui est polonaise. Et voilà, depuis 3 ans, c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter et qui, qui, qui m'a aidé aussi un peu à progresser en polonais. Et voilà, Ok, tu parles le polonais? un peu. Pas Ouais. aussi bien que je l'aimerais, mais j'ai un niveau de survie, on va dire. T'arrives à commander une bière. Ouais, ouais, ça, y a pas de problème. Et du coup, je voulais te poser la question. Si tout à l'heure, tu parlais du droit des femmes, notamment sur l'IVG. Je sais qu'en Mhm. Pologne, la politique est un peu traditionnaliste, on va dire. Ouais. On avait fait d'ailleurs des articles là-dessus sur AID. À l'heure actuelle, c'est comment d'être une femme en Pologne? Enfin, c'est quoi la condition des femmes en Pologne? Alors, je dirais que c'est un peu bizarre parce que d'un côté, comme je disais, ça fait vraiment, enfin pour moi, je vois pas trop la différence dans le quotidien par rapport à d'autres pays européens, même ouest européens, etc. On se sent pas spécialement limité. Euh, les femmes travaillent, les femmes s'habillent un peu comme elles veulent. Enfin, je vois les styles vestimentaires même des jeunes filles, etc. C'est vraiment similaire à la France ou à d'autres pays européens. Et je pense que le pays est un peu partagé parce que on a vu aux dernières élections, le parti au pouvoir très conservateur a fait beaucoup moins que, même s'ils ont gagné, ils ont fait quand même beaucoup moins que la fois d'avant. Donc on sent quand même qu'ils sont un peu enfin leur popularité est en train de descendre. Et il y a de plus en plus en fait, par exemple, trouver des groupes féministes ou des gens qui organisent des rencontres ou des événements politiques opposés au gouvernement, il y en a plein en fait. Et du coup, ça donne quand même un peu de, ça donne un peu du baume au cœur parce que malgré le gouvernement très conservateur, on sent qu'il y a une grosse opposition dans la population, surtout dans les villes, je pense. Et notamment Wrocław, qui est quand même une ville très, enfin, par rapport à d'autres villes de Pologne, qui est une ville très cosmopolite, etc. Et un peu plus à gauche, je dirais. Euh, Par exemple, ça se fait beaucoup ici d'afficher le symbole de la grève des femmes, que ce soit dans les commerces ou sur les balcons des gens ou aux fenêtres. Donc en fait, on le voit très souvent. Euh, mais en même temps, il y a des choses un peu bizarres. Par exemple, cette interdiction de l'IVG, mine de rien, ça fait que ça instaure quand même une peur, je dirais, parce que du coup, par rapport à, enfin, je crois qu'il y a que 2 pays en Europe, enfin dans l'Union européenne, où il n'y a pas le droit à l'IVG, c'est la Pologne et Malte, et du coup, ça fait un peu bizarre de se dire si jamais il y a un accident, c'est pas aussi évident que quand on habite en France, quoi. Mais à nouveau, il y a des organisations enfin, il y a des femmes qui s'organisent pour lutter contre ça. Et il y a un autre truc qui est un peu bizarre ici, c'est le fait qu'il y a des publicités, en fait, des organisations catholiques, mais littéralement partout dans les rues. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est étonnant. Donc des publicités pro-natalistes, anti-IVG, pour la famille, nucléaire, hétérosexuelle, traditionnelle, etc. Donc ça, c'est aussi un peu particulier. Euh, mais il y a une résistance qui s'organise, donc c'est ça contrebalance un petit peu. Ça avance un peu, ouais.
Ouais. Et du coup, j'avais une autre question aussi au niveau des droits des personnes LGBTQI+. Mhm. Est-ce que ça commence à rentrer aussi, notamment dans les, je sais pas, dans les shows télévisés, les séries ou les choses comme ça? Est-ce que ça commence à rentrer dans la société aussi en Pologne? Alors, je dirais que oui. Il y a, en fait, c'est un peu comme pour les droits des femmes dans le sens où, bon, les personnes LGBT, c'est pas illégal du tout d'être LGBT en Pologne, mais effectivement, il n'y a pas le mariage homosexuel. C'est compliqué. Il y a encore beaucoup de conservatisme à ce niveau-là. Et c'est un sujet, par exemple, qui est difficile à aborder dans les écoles. Normalement, on n'est pas censé, enfin, comme l'éducation sexuelle, c'est des sujets un peu un peu tabous. Mais je dirais qu'au niveau de la population ou de la culture populaire, oui, c'est quand même beaucoup. Enfin, c'est quand même devenu un peu mainstream, comme dans d'autres pays européens. Euh, il y a des films qui sortent au cinéma, des films polonais avec une représentation LGBT. Dans le cinéma de Wrocław, ils font même un mini festival de films LGBT. On a à Wrocław, il y a 2 marches des fiertés par an, une à l'automne, une au printemps, avec des festivals aussi, des choses qu'ils organisent. Il y a des lieux LGBT. Donc malgré tout, encore une fois, la population en fait s'organise et fait ses trucs malgré le gouvernement. Et et ça arrive très souvent à Wrocław de voir des gens ouvertement en couple homosexuel, etc. Donc peut-être que parce que c'est une grande ville, donc les gens se sentent plus en sécurité pour le faire. C'est peut-être différent dans des je sais pas des villages. Mais en tout cas, il y a une communauté LGBT qui fait des choses sociales, politiques, etc. Mm. Ok. J'avais lu il y a quelques mois un article sur la Pologne qui Mhm. disait que le ministre de l'Éducation venait d'un parti très 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 à droite, d'extrême droite, et qui voulait changer tous les programmes scolaires pour mettre un peu sa vérité plutôt que la vérité historique ou des choses comme ça dans les programmes. Ça en est où ça? Enfin, est-ce que c'était une fake news ou pas? Est-ce que Alors, c'est pas une fake news. De ce que je sais du ministre de l'Éducation nationale, enfin leur équivalent, c'est que c'est un des membres les plus à droite du gouvernement. Et il y a eu quelques manifs d'ailleurs contre lui parce que, enfin, ça lui arrive souvent de dire des choses, enfin, très controversées, on va dire. Et il y a un projet enfin il y a une loi qui est en projet, je sais plus exactement où elle en est, notamment par rapport au fait de plus avoir d'éducation sexuelle du tout à l'école, mais je sais plus où ça en est. Je sais qu'ils ont un peu remanié les programmes d'histoire, mais ça fait un petit moment déjà que c'était en cours. Et j'ai vu encore récemment que les nouveaux manuels d'histoire ont comment dire, une présentation de l'histoire très nationaliste. Ils ont cette espèce de ce qu'ils appellent comment ça s'appelle, le Centre de la mémoire nationale. C'est une institution gouvernementale qui est quand même qui a déjà eu des petits scandales parce qu'il y avait des personnes qui ont été nommées dans cette institution, qui avaient des liens avec des néo-nazis, enfin, mais ensuite ils ont été virés finalement. Mais de fait, c'est un institut qui promeut une sorte de narration historique très revisitée, on va dire, à la sauce nationaliste polonaise. Du coup, oui, ça m'étonnerait pas que ça ait une incidence sur les cours, enfin sur la façon dont on enseigne notamment l'histoire euh, en Pologne. ok. Alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui souhaite venir en Pologne ou une personne qui a pas encore idée de ce qu'est la Pologne et qui pourrait venir? Je pense que la Pologne, déjà c'est un grand pays, je veux dire à l'échelle européenne. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir, donc ça dépend si on aime plutôt la ville ou plutôt la campagne. Il y a aussi comme je disais tout à l'heure, les sports d'eau, mais il y a aussi des parcs nationaux. Je sais qu'il y a un parc national à l'est où il y a encore des bisons. J'ai encore pas pu y aller, mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Les villes en elles-mêmes, il y en a quand même beaucoup qui sont assez différentes. Qu'on aille à Varsovie, à Cracovie ou à Gdansk, c'est quand même une ambiance différente. C'est un pays qui a beaucoup d'histoire, donc en ça, il est aussi très intéressant. Et donc, je dirais que pour des personnes qui visitent la Pologne, de se renseigner un peu sur qu'est-ce qu'ils aiment et sur l'histoire de la Pologne pour voir un peu la différence entre, comme je disais, entre les villes et voir un peu
notamment par exemple si on va à Varsovie, pourquoi Varsovie ressemble à cette espèce de patchwork un peu. C'est une ville qui ressemble vraiment à un patchwork de différentes époques et différents styles. Et je pense que je recommanderais aussi aux gens de pas avoir peur parce que c'est un truc qui est revenu souvent avec des Français notamment, des espèces de crainte à l'idée d'aller en Pologne. Je sais pas trop pourquoi. Que ce soit parce que on se dit ah c'est un pays très traditionnel alors que en réalité même s'il y a des gens très traditionnels quand on est un touriste là-bas et qu'on visite c'est pas quelque chose qui va nous sauter aux yeux particulièrement et c'est pas du tout un pays dangereux ou quoi que ce soit et ouais d'être un peu ouvert. Je sais que ma grand-mère, par exemple, qui m'a rendu visite il y a quelques mois, un des premiers trucs qu'elle m'a dit, bon après elle est restée un peu bloquée il y a quelques années, c'est il y a quand même beaucoup de choses à vendre dans les magasins. Et, et je pense que c'est encore un peu cette vision de la Pologne communiste, mais voilà, non, faut pas trop s'attendre à ça. C'est plus du tout, c'est plus du tout comme ça. Même si ça se voit encore dans l'architecture, mais voilà, c'est un peu les conseils que je donnerais. Se renseigner un petit peu sur l'histoire du pays et pas avoir peur. Les gens sont pas méchants, donc voilà. Oui, il y a énormément de clichés mais sur tous les pays d'Europe de l'Est. Ouais. Mais c'est pareil quand on va à Berlin ou quand on va dans des villes d'Allemagne, de l'ex-Allemagne de l'Est aussi. C'est pareil, il y a des bâtiments communistes, mais il y a quand même des choses à faire dans la ville et des Ouais. choses à visiter. Et puis ouais, c'est surtout ça, c'est qu'il faut casser les clichés sur ces pays. C'est pas des pays où il y a des grandes usines, où il fait tout noir et il y a de la fumée de partout. Enfin, Ouais. et Et c'est quelque chose que j'essaye un peu de montrer aux gens d'Europe de l'Ouest, on va dire. Parce que comme j'ai été en Pologne, en Hongrie, pas mal en Lituanie et tout, de d'essayer de leur expliquer que c'est pas trop comme on l'imagine, quoi. ouais. Et du coup, pour se déplacer entre les villes en Pologne, est-ce qu'il y a des réseaux de trains, des réseaux de bus? Comment on peut faire si on n'a pas la voiture pour se déplacer? Ouais. Alors nous, on n'a pas de voiture, donc du coup, on est obligé de prendre les transports en commun. Il y a des trains. Il y a des trains qui fonctionnent très bien d'une grande ville à l'autre. Il y a des bus. J'ai aussi pas mal pris le bus parce que des fois, c'est un peu plus pratique. Dans le sens où les trains sont pas forcément toujours directs d'une ville à l'autre. Enfin, sauf pour certaines grandes villes des alentours. Par exemple, les connexions avec l'Allemagne sont pas toujours tip-top au niveau de... Ouais. Par rapport aux distances, on pourrait penser que ça pourrait être un peu mieux développé, donc le bus est plus pratique. Mais sinon, non, il y a le train entre les grandes villes, c'est plutôt correct. Ok. On va revenir sur des questions un peu plus sur tes voyages. Comment est-ce que tu prépares tes voyages? Alors, je les prépare pas énormément. En général, quand je voyage, comme je disais au début, quand je voyage, c'est souvent avec un but précis, donc pour rendre visite à des gens, ou alors j'ai fait beaucoup d'universités d'été, donc c'était une manière pour moi de voyager. Mais quand c'est un lieu un peu nouveau, on va dire, j'aime bien juste vérifier 2-3 trucs. Regarder s'il y a 2-3 trucs que j'aimerais vraiment voir. Vérifier s'il y a des restaurants végétariens. Euh, c'est un peu le truc important pour nous. Mais sinon après sur place, en fait comme aujourd'hui avec Internet etc. Même sans préparer, une fois sur place, on peut facilement trouver où aller, quoi faire, etc. Donc je dirais que je prépare pas énormément. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ton sac à dos? Qu'est-ce qu'on retrouve dans mon sac à dos? Alors l'été, de la crème solaire parce que quand on passe la journée à se promener en ville, c'est important. Des mouchoirs, toujours des mouchoirs. Quoi d'autre? Après, les trucs de base, mon porte-monnaie, des lunettes de soleil si besoin. Mais rien de très spécial. Ah oui, et de l'eau, toujours aussi, une gourde d'eau. Mais sinon, rien de bien spécial. Ok. Du coup, toi, tu m'as contacté sur Twitter pour participer au podcast. Merci beaucoup. Et je vais faire un petit appel d'ailleurs. En profiter pendant ce podcast pour les personnes qui écoutent. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez parler d'un pays ou du pays où vous êtes actuellement. Alors justement, là-dessus, sur les réseaux sociaux, est-ce que tu documentes tes voyages et est-ce que tu as envie de partager tes réseaux? Alors, je documente pas spécialement mes voyages. Après, un peu comme tout le monde, je vais poster des photos sur Instagram, mais c'est vraiment un Instagram
privé avec très peu de gens, enfin que des gens que je connais qui me suivent. Donc non, j'ai pas vraiment de... en fait, des fois, j'aimerais bien, mais je pense que je suis un peu trop flemmarde pour vraiment m'y mettre. Parce que bon, mine de rien, ça demande un peu de temps et de, comment on dit? Commitment. De travail. Ouais, enfin, faut s'y mettre, quoi. Mm. Donc non, en général, pas trop. Ok. Est-ce qu'il y a une série, un film, une vidéo ou un livre qui t'a donné envie de voyager? Ou c'est venu Alors, comme ça? il n'y a pas vraiment de livre en particulier, mais alors pour la Pologne, en tout cas, je sais que j'ai fait des études, dans le cadre de mes études, j'avais un cours de littérature polonaise et du coup, j'ai dû lire pas mal de livres. Mais il y en a pas un en particulier qui m'a plus marqué que les autres, mais le fait d'avoir lu tous ces livres, c'était vraiment assez large sur toute la seconde partie du XXe siècle. C'est un truc qui m'a vraiment donné envie de découvrir plus la Pologne. Et du coup, j'ai pas spécialement, je sais pas si j'ai vraiment un livre ou un film en particulier qui m'a donné envie de voyager, non. Ok. Et sur la Hongrie, t'avais vécu à Budapest du coup ou ailleurs? Ouais, à Budapest. Ok. Il y a des choses qui t'ont marqué à Budapest dont t'as envie de Alors, Budapest, parler? personnellement, c'est un peu ma ville préférée en Europe. Ok. J'y suis allée à nombreuses reprises, j'ai fait des études de hongrois, etc. Et du coup, je sais pas s'il y a quelque chose qui m'a marqué parce que j'ai l'impression c'est une ville que je connais tellement maintenant que peut-être que je remarque pas. Mais c'est une ville, en tout cas, pour moi, c'est une ville magnifique, que je Mm. recommande à tout le monde. Euh, c'est une ville à voir. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Du coup, si je te dis le mot Haïdé, ça te fait penser à quoi? Et ben alors, c'est marrant parce que avant de découvrir le média Haïdé, je connaissais pas spécialement ce mot, et donc c'est avec votre média que j'ai découvert qu'est-ce que ça voulait dire. Et c'est assez marrant parce que cet été, il y a 2 semaines, j'ai fait un petit voyage dans les Balkans. Et on est allé notamment en Bosnie et en Albanie. Et c'était assez marrant parce que du coup, je l'ai entendu, mais tout le temps. Et du coup, ça m'a fait rire parce que, du coup, maintenant, je savais d'où venait ce mot. Et comme j'ai écouté ce podcast où au début, tu as introduit en disant, voilà, c'est un mot que les gens utilisent beaucoup pour dire, allez, on y va. Et en fait, effectivement, les gens l'utilisent énormément. Donc, du coup, maintenant, ça me fait penser à ça. Ça serait quoi la traduction en polonais de Haïdé? S'il y en a une. Je sais qu'en russe, ce serait un peu genre dawaj, dawaj, Ouais. mais en polonais, peut-être genre idziemy, enfin, allons-y, quoi. Ok. Je pense, ouais. Ouais, en fait, c'est un mot qui est vraiment utilisé dans les Balkans. Nous, on parle de toute l'Europe de l'Est, mais notre média, enfin, le nom du média, du coup, ça parle beaucoup plus aux personnes qui ont eu Ouais. un lien avec les Balkans plutôt que au reste de l'Europe, Europe centrale et du Nord, quoi. Donc, mais c'est un peu le problème du nom du média, mais on veut le garder quand même, quoi. Et Moi, du je coup, est-ce pense que que c'est tu... un bon nom. Pardon? Pardon? Je pense que c'est un bon nom. Ouais. Est-ce que tu peux parler un peu de ce voyage que tu as fait cet été? Ouais, alors en fait, c'était un voyage assez court d'une semaine. On était invités à un mariage à Tirana. Ok. Et du coup, avec mon partenaire, on s'est dit qu'au lieu de prendre l'avion, on allait faire tout le trajet en bus et en train. Et donc, en gros, on a fait 4 villes. On a visité. Donc, Zagreb, Sarajevo, parce que j'ai une amie qui y habite, donc c'était une très bonne occasion d'aller la voir. Kotor au Monténégro et ensuite Tirana. Donc ça a été très fatigant parce que c'était beaucoup de bus et que parfois les passages aux frontières étaient très longs. Sur le retour, on est aussi allé en bus et on est passé par la Serbie. Ouais. Et la frontière entre la Serbie et la Hongrie, une catastrophe. Ouais. On est resté 5 heures, je crois. Ok. Enfin voilà, ça montre bien que pour re-rentrer dans l'Europe, dans l'Union européenne, Ouais. c'est compliqué. Mais on a beaucoup aimé les paysages en Bosnie et au Monténégro, c'est incroyable. Le fait d'avoir traversé toute la Bosnie en bus, même si c'était long, c'était magnifique. Donc, je le conseille pour les gens qui ont pas peur de passer 9 heures dans un bus, euh, parce qu'on voit toutes ces gorges avec les rivières, les montagnes. Enfin, c'est vraiment magnifique. Ouais. Et moi, j'ai beaucoup aimé Sarajevo et Tirana parce que par rapport à Zagreb, par exemple, c'est un peu plus dépaysant. Mm. Parce que pour le coup, on a un peu cette impression, ouais,
que c'est différent des autres villes européennes, justement. Parce que d'habitude, quand on visite une ville en Europe, mine de rien, elles ont toutes un peu des trucs en commun. Et là, on a vraiment l'impression de quelque chose de nouveau, Ouais. que ce soit Tirana ou Sarajevo. Donc c'était vraiment très très chouette. J'ai vraiment beaucoup aimé Sarajevo. J'aimerais bien y retourner pour passer plus de temps. Donc non, c'était vraiment très cool. Et Monténégro, bon, on était dans des lieux très touristiques de la côte avec Kotor, etc. Mais c'était aussi magnifique, vraiment très très beau. Ouais. Bon, tu fais partie des passionnés de l'Europe de l'Est. Comment elle t'est venue cette passion? Alors je sais pas trop parce qu'elle est venue très jeune. Ça a commencé avec l'allemand, donc ce qui est pas vraiment l'Europe de l'Est, mais c'est déjà un pas vers l'Est. Oui. Moi-même j'étais dans un lycée, enfin semi-germanophone. Et je me souviens que déjà au collège, je voulais apprendre le polonais. Je sais pas trop pourquoi. Peut-être que c'était à l'époque une manière de vouloir être original, de dire moi c'est pas comme les autres, je veux faire du polonais. Mais au final, en devenant adulte, je m'y suis vraiment intéressée plus sérieusement. Et en fait, ça m'a beaucoup plu. Vers mes 20 ans, j'ai eu une grosse obsession vers la Hongrie, donc c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre le hongrois, enfin parce que je trouvais cette langue magnifique. Et du coup, ouais, je l'ai un peu développé au fur et à mesure. J'ai fait un an à Paris d'études, ça s'appelle comment? Études d'Europe centrale, je crois que ça s'appelait Ouais. comme ça, le programme, à Paris 4. Et ensuite, dans mes études, je me suis beaucoup concentrée sur l'histoire polonaise, lituanienne, un peu hongroise aussi. Et du coup, ouais, c'est resté. Enfin, j'ai nourri ce premier sursaut au collège où je me suis intéressée pour la Pologne. Et du coup, c'est resté. Et du coup, j'ai passé beaucoup d'années maintenant à étudier les pays d'Europe de l'Est. Ouais, l'Allemagne, c'est une belle porte d'entrée parce que moi aussi, j'avais pris allemand au collège. Et du coup, quand on voit toute l'histoire avec l'ex-RDA et tout ce qui s'est passé ensuite avec les pays du RSS et tout ça, enfin, toutes ces histoires sont passionnantes et tout se Mm, relie en fait. c'est ça. Et je pense que c'est un peu le premier truc qui m'a vraiment intéressée à l'histoire, notamment soviétique, etc. Et, euh, et du coup, après, j'ai découvert tous ces pays en Europe de l'Est. Ouais. Il y a énormément de choses à voir, à découvrir et tout. Ouais. Et du coup, j'y suis restée. Oui, puis toutes ces choses dont on parle jamais aussi, on parle jamais de l'histoire, enfin on parle de la chute du mur, quoi, mais c'est tout. Ouais. On parle pas de tout ce qu'il y a derrière, on parle pas de la guerre dans les Balkans, on parle pas de tout ça, quoi. Faut aller chercher les informations et s'y intéresser. Ouais. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est quand même très proche de l'Europe Ouais, de l'Ouest, enfin, de la France, et c'est pas assez connu. Et notamment, comme tu dis, la guerre des Balkans, c'est un truc qu'on entend souvent, encore récemment, quand la guerre en Ukraine a commencé, des gens qui disaient c'est la première guerre en Europe depuis ouais, 1945. Et c'est toujours un peu dur parce qu'on se dit, non, enfin, il y a eu beaucoup de guerres dans les années 90, du coup, dans les Balkans. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est pas trop, euh, pas si connu que ça, on va dire, en ouais. tout cas en France. Et justement, sur la guerre en Ukraine, est-ce que ça touche la Pologne? Est-ce que vous avez beaucoup de réfugiés qui viennent jusqu'à Wrocław? Ouais. Du coup, les chiffres, il me semble que c'était genre 3 millions de réfugiés ukrainiens en Pologne. Je pense que ça a été un peu une grosse différence entre moi et mes amis ou ma famille qui étaient en France. Parce que j'ai l'impression qu'en France, c'était... Bon, les gens en parlaient, hein, c'était... Voilà, tout le monde était au courant et tout. Mais j'ai l'impression que c'était beaucoup moins présent au quotidien. Alors qu'en Pologne, ça a été un gros coup dur, on va dire, parce que déjà il y avait une grosse diaspora ukrainienne déjà avant. Donc moi j'avais des collègues ukrainiens, on a des amis ukrainiens, enfin voilà. Donc déjà ça c'était un coup dur. Et puis ouais, après il y a eu l'accueil des réfugiés. Moi j'ai été volontaire à Wrocław du coup pour les accueils en gare, et après on avait un sorte de grand hangar où on recueillait les dons des gens pour ensuite les redistribuer aux familles ukrainiennes. Et donc j'ai été volontaire là, donc c'était un peu marrant pour moi au niveau des langues. C'était très confusant. Enfin, voilà. Euh, ouais, ça a été quelque chose qui a été très très présent, je dirais, en Pologne par rapport à d'autres pays. Et même on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup plus de panneaux en ukrainien dans la ville. On entend beaucoup plus de gens qui parlent russe ou ukrainien dans la rue. Enfin, ouais, ça a vraiment modifié un peu la ville, je dirais. Ouais. Ouais, juste pour rappel, il y a une frontière entre la Pologne et l'Ukraine, enfin l'est de l'Ukraine.
Ils ont une frontière à l'est de la Pologne, pardon, ils ont une frontière avec l'Ukraine, donc c'est pour ça qu'il y a énormément de... enfin, c'est le pays européen qui a accueilli le plus Ouais. d'immigrés ukrainiens, de toute façon. Du coup, je vais te lancer un défi avant de finir ce podcast. Ok. Est-ce que tu peux m'apprendre quelques mots en polonais? Ouais. Alors du coup, j'ai réfléchi à quel mot et en fait, c'est une phrase que j'ai dit encore il y a pas longtemps à quelqu'un. Et du coup, c'est lubię miód gryczany, qui veut dire j'aime le miel de sarrasin. Et d'ailleurs, en parlant des choses qui se mangent en Pologne, le miel de sarrasin, ça a été une grosse découverte pour moi ici. Ils font beaucoup de choses à base de sarrasin et c'est trop bon. Donc voilà, lubię miód gryczany. Lubię miód Gryczany. gryczany. Ok, super. Et du coup, pour terminer ce podcast, est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Ça peut être une chanson, un compte Insta, un compte YouTube, enfin, tout ce que tu veux. Ouais, alors 2 petites recommandations qui sont pas que en lien avec la Pologne. La première, c'est un blog qui s'appelle Passage à l'Est. C'est sur WordPress, mais si vous tapez juste Passage à l'Est, je pense que vous allez tomber dessus. Qui est un blog de littérature qui se concentre sur la littérature d'Europe de l'Est, qui est traduite en français. Donc c'est super. Moi j'aime bien lire la littérature d'Europe de l'Est, donc c'est une très bonne ressource pour moi pour trouver les nouvelles traductions, etc. Donc pour les gens qui aiment lire et qui veulent découvrir un peu cette littérature, il y a vraiment tous les pays d'Europe de l'Est de manière très large qui sont représentés, donc même les Balkans. Et donc voilà, vraiment grosse recommandation. Et l'autre, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Merci Citron, d'une personne qui fait des vidéos qui sont très chouettes aussi sur voyager en train. Et elle a fait notamment quelques vidéos sur quelques pays d'Europe de l'Est où elle a voyagé en train, etc. Elle apprend le russe, donc elle parle aussi de son apprentissage du russe. Donc c'est des vidéos qui sont très sympas à regarder. Donc voilà, c'est mes 2 recommandations. Et on va l'accueillir bientôt sur le podcast. Ah, ça m'étonne pas. Bon, merci beaucoup en tout cas, Lior. De rien. Merci à toi. Et à bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous écouter. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci aussi à notre invité pour cette belle histoire. Enfin, merci au groupe slovène Nowhere de nous avoir gentiment prêté leur musique Colors. Vous pouvez les retrouver sur toutes les bonnes plateformes de streaming. En attendant le prochain épisode, n'hésitez pas à réagir à ce podcast en nous donnant vos bons plans. Vous pouvez aussi suivre AID sur les réseaux sociaux, commenter, liker et partager. On se retrouve très vite, à bientôt!